Donc c'est bon. Là, on va être en direct. Tout le monde est prêt? Tout le monde est calé? Allez, c'est parti. Alors, Olivier et Nico, vous voulez dire le petit mot? Comme ça, après, on commence. Non, c'était juste avoir une pensée pour Xavier Cambre, voilà, qui a décidé de partir voyager tout seul et on a passé tellement de bons moments avec lui que c'est bien d'avoir cette pensée pour le Xav. Ton micro, Nico. ouais, comme disait Olivier, on a vécu des bons moments ensemble dans les différents clubs qu'on qu'on a fréquentés. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on a appris sa disparition cette semaine. Et voilà, effectivement, on pensera à lui, même si le sujet, ça le concernait moins. Et il avait une part particulière dans le milieu du rugby. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, c'est l'ouverture. C'est la première conférence en ligne que l'on fait avec l'Institut de formation des entraîneurs de rugby l'IFER. Le premier sujet qu'on a choisi, c'est le plaquage dans le rock. En amont de cette conférence, on avait mis en place un questionnaire, donc on va vous présenter les résultats en suivant. L'idée, ça va être derrière d'avoir une discussion entre spécialistes. Donc, il y a Olivier Nière qui est président de l'IFER et qui a fortement poussé pour la mise en place de ce type de nouveautés. Nicolas Barbas qui s'est beaucoup investi sur la mise en place du questionnaire et qui nous a beaucoup aidé par la suite. Je fais dans l'ordre d'apparition Cyril Lafont, donc entraîneur de Top 14, Philippe Benetton qu'on ne présente plus, et Christophe Battier, le génie de l'Université de Lyon 1, qui nous apporte toutes les nouvelles technologies. Donc, Cyril, il est arbitre, hein, parce que si Oui, tu je ne suis mets pas arbitre. entraîneur, ah ça va pardon, être un bon. j'ai dit entraîneur, j'ai dit pardon, arbitre de Top 14. Mais ça me Désolé. fait plaisir, hein. T'es encore un peu joueur, t'es sur le terrain. Donc, je vais vous présenter les résultats du questionnaire rapidement en 5 minutes. Hop. C'est bon, tout le monde le voit? Oui, Tout bien. oui. Alors, 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, il y avait une première question qui était en parallèle de vidéos sur le Rollgator, la mise en place du Rollgator au niveau de la lutte. Donc, on retrouve quand même que l'ensemble des entraîneurs sont à peu près d'accord pour dire que c'est l'exercice de lutte rentre dans les composantes de l'entraînement aujourd'hui. Donc, beaucoup de lutte. Et puis, de toute façon, on le voit au niveau des préparateurs physiques. Qu'on retrouve les mêmes prises et les projections que sur les plaquages du gratteur en situation de contexte favorable. Donc là, il y a quand même un quart des entraîneurs qui sont pas vraiment d'accord sur cette question et que cette technique peut expliquer l'origine des prises au coup dans les situations de plaquage dans les rucks. Donc on verra après en fonction des différentes situations. La deuxième question qu'il y avait, c'était donner un avis sur les différentes vidéos qui étaient sur le questionnaire. Donc pour ceux qui suivent en live sur YouTube, vous avez en dessous de la vidéo le lien vers toutes les séquences qu'on pourra revoir par la suite. On va en ressortir 3 qui étaient symptomatiques. Donc il y aura la séquence numéro 3 où tout le monde était d'accord sur le caractère illicite de la prise. La séquence numéro 1 sur le caractère licite et avec une bonne efficacité. Et la numéro 5 sur un fort taux d'efficacité, mais quand même 53% qu'il a trouvé illicite. Et on va aller directement à la dernière stat qui porte, donc qui sera, je pense, nous amènera à la conclusion de la conférence. Donc, savoir si parfois il vaut mieux abandonner le contest et se replacer rapidement en défense pour mettre une grosse pression sur la libération du ballon. Donc là, il y a 67% des entraîneurs qui sont d'accord et 20% pas d'accord. Et dans le cas d'un contexte fort, j'essaie quand même de lutter au risque de faire une faute. 71% d'accord, donc plutôt des entraîneurs qui préfèrent laisser le ballon. Messieurs, si vous voulez réagir par rapport à ces différentes données.
Olivier, ton micro. Là. La première, c'est peut-être de remettre la question dans le contexte. On avait choisi ce sujet par rapport à ce qu'on avait pu observer, notamment Nico avait fait un super boulot sur l'observation de la fin de saison et de ces prises au coup qui étaient de plus en plus fréquentes et où se posait le problème de la sécurité et le problème de licite ou pas, sachant aussi, ça va pas faire plaisir à Cyril, mais on en avait parlé, qu'elles avaient été peu sanctionnées sur notamment la fin de championnat et les matchs qu'on avait pu voir internationaux, et sur cette prise qui était voilà qui contrairement à la lutte posait un gros problème par rapport à l'aspect dynamique que ça a apporté dans le rugby, où à la lutte les gars cherchent leur prise, se mettent en place, etc. Au rugby, ça renvoie forcément à une notion de choc, et par rapport à la zone sur laquelle on était, c'était vraiment un truc qui nous semblait à marquer du doigt. Donc peut-être Cyril, est-ce qu'aux réunions de début d'année, il y a eu des arbitres, il y a eu un retour par rapport à cette évolution? Non, mais clairement, il y a eu une prise de conscience sur cette nouvelle action, cette nouvelle phase de jeu. Et enfin, c'est pas les arbitres en France, hein, c'est pour la Coupe du Monde notamment qu'il y a eu un message qui a été passé. Et je pense qu'on va voir des sanctions pendant la Coupe du Monde avec une application par la suite dans les différentes fédérations. Donc vraiment, il y a une prise de conscience sur ces nouvelles formes de jeu. Après, j'ai aussi l'impression que sur cette début de saison, voire moins on en parlera tout à l'heure, sur la prise du Rollgator, on a l'impression est-ce qu'il y a moins d'efficacité sur cette phase, sur cette prise, mais on trouve moins de Rollgator, de prises comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'arbitrage? Est-ce que c'est le rapport de force qui fait que je suis moins performant mais en tout cas j'ai l'impression sur l'observation des débuts de saison moins de prise de prise Rollgator que de façon licite où je prends et je tourne avec le partenaire pour une prise normale. Est-ce que on partage ce sentiment ou pas? Je suis plutôt d'accord sur les matchs que j'ai eu à voir et à arbitrer. On a l'impression que le message est commencé à passer et que cette forme de jeu, quand elle est réalisée, elle est faite de façon plus légale, c'est-à-dire pas au niveau du cou ou au-dessus de la ligne des épaules. Donc effectivement, je trouve que c'est moins fréquent et quand c'est fait, c'est mieux fait. D'accord. Alors, petite précision au niveau de l'arbitrage, dans les directives, on pourrait le voir sur la Coupe du Monde, dans les directives qui viennent de sortir sur l'arbitrage de la Coupe du Monde, donc Cyril, je pense que tu vas être au courant, les prises au coup, enfin les arbitres ont été sensibilisés sur ces prises au coup. Donc il faudra voir au niveau de l'arbitrage de la Coupe du Monde si c'est appliqué ou pas. Philippe, est-ce que tu veux réagir? Mais déjà, quelle est la sanction qui pourrait intervenir dans ce genre d'opération? Parce qu'on sait très bien que quand on demande à un déblayeur de sortir coûte que coûte le joueur, des fois il n'a pas le temps matériel de s'organiser pour prendre convenablement le contest. S'il y a une mauvaise posture, quelle est la sanction? Là, peut-être une question à Cyril, à savoir quelle est la sanction due à cet acte de jeu, quoi. Alors, on rentre sur les cartons jaunes minimum qui peuvent s'appliquer. Alors selon le degré de violence du déblayage, ça peut être jaune ou rouge. Direct. On l'a vu sur le match Angleterre-France, je crois, le match de préparation, où il y a une action qui est détectée par l'arbitre vidéo et l'arbitre de champ attribue directement un carton jaune à un joueur anglais, il me semble. Je ne sais pas si vous en souvenez. Sans avertissement, sans rien, carton jaune direct. D'accord. C'est les consignes qui vont être à la Coupe du Monde. Ouais. Et on tâchera de les appliquer en France derrière. C'est juste derrière la Coupe du Monde, ou ça a déjà démarré les sanctions. Ah, ça a clairement déjà démarré au niveau international, puisqu'on l'a vu justement sur ce match Angleterre-France. Alors, j'ai pas vu tous les matchs internationaux, mais sur le match Angleterre-France, on a eu le cas. Non, mais dans le championnat français, ça n'a pas démarré encore les sanctions. C'est après la Coupe du Monde, parce qu'on n'en a pas trop vu. Ben, comme disait Nicolas tout à l'heure, on en voit moins en France. Enfin, sur les matchs que j'ai eu l'occasion de voir, en tout cas. Je sais pas si vous partagez cet avis, mais j'ai
pas vu de sanctions sur cette phase de jeu encore sur les 2 journées de top 14. On en reparlera peut-être, mais j'ai l'impression que bon, après, au début de saison, tout le monde est affûté, et du coup, peut-être moins de retard aussi. Hein, et j'ai l'impression, on en reparlera aussi, sur la position du gratteur avec la ligne des épaules, si on imagine une porte, on a la ligne des épaules qui est un peu à linteau d'une porte. On a les bras qui sont les chambranles, on va dire sur les côtés, et j'ai l'impression que du coup, on vient très fort plutôt dessous du gratteur, plutôt que dessus, et pour faire ce rollover ou attraper au cou. J'ai l'impression, voilà, je sais pas si on partage cette impression-là de venir impacter sous le gratteur, et donc être très bas, et d'arriver assez tôt pour éviter d'être à la faute, et peut-être, et on en reparlera sur la fin de la vidéo, peut-être laisser à partir du moment où j'arrive pas à passer dessous, je laisse l'initiative, je laisse prendre le gratteur la balle, quoi. C'est assez compliqué parce que passer dessous, déjà, après, il y a la position du doublieur. On sait très bien que s'il arrive trop bas, et il y a peut-être une position de plongée, puisqu'on va perdre ses appuis. Et après, on peut pas rectifier le tir, de prendre au-dessus ou de laisser, quoi. Une fois qu'on est lancé, ça va être compliqué de lâcher l'affaire, quoi. Ouais, là, Philippe, tu parles vraiment du cas où, ce que j'appelle la porte est fermée. C'est la porte est fermée, Voilà. Ça veut dire que vraiment le gars, il est en contest, en position forte de contest, le gratteur. Et effectivement, moi, j'appelle ça la porte fermée. Et là, c'est effectivement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de. Alors après, est-ce qu'on le fait tourner? Est-ce qu'on le tire à soi est-ce que c'est le rapport de force qui fait que je tourne plus que je le tire, ou est-ce que le ballon est perdu et d'avoir une communication avec le porteur qui devrait lâcher la balle, surtout lâche la balle pour pouvoir ne pas prendre, pour éviter la pénalité. Donc, ouais, effectivement, là, tu parles vraiment du cas où le cas extrême, mais ça va arriver régulièrement lors des bien sûr, matchs. bien sûr. Alors, est-ce que vous voulez qu'on mette les vidéos comme ça, où on aura peut-être un support technique un peu plus précis, à part si Olivier, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste une remarque par rapport à Cyril, justement, sur la notion de contest. Est-ce qu'il y a eu une volonté d'être encore plus précis là-dessus, notamment sur les joueurs qui viennent se coller sur les ballons, qui font pas l'effort d'essayer d'arracher le ballon ou de sortir, mais qui viennent vraiment juste pour arriver à soit ralentir ou soit faire en sorte que la balle ne sorte pas pour le récupérer. Est-ce que sur la réunion de début d'année, sur les réunions qu'il y a sur les arbitres, vous avez été sensibilisé sur l'idée que vraiment le contest, il doit avoir une action très précise et qu'il y a une action de prise de balle et pas une action de tuer le ballon pour laisser les gars, parce que il y a eu aussi cet aspect-là sur la fin de saison qui était compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion ou celle d'Olivier. J'ai vaguement compris la question. Je la répète, hein, est-ce que on a des instructions sur de vérifier que le gratteur a effectivement une action de gratter ou pas? C'est ça la question? C'est ça. C'est ça, ouais. Donc effectivement, oui, on doit être vigilant sur les gratteurs qui se mettent à 4 appuis et qui ne vont manifestement pas chercher le ballon. Là, c'est une pénalité. On doit regarder, le gratteur doit objectivement gratter le ballon. Il y a deux formes de gratteurs. Il y a celui qui est sur 4 appuis, qui va chercher loin pour empêcher le déblayeur de faire son action. Et après, il y a le deuxième contest où ils mettent les coudes sur le ballon et qui ne cherchent pas à sortir le ballon. Ça, c'est la différence. Parce qu'on a plutôt des joueurs qui viennent contester le ballon et qui viennent pour enterrer, pour pas que le ballon sorte, pour récupérer une pénalité. Ouais, dans les deux cas, l'accent doit être mis on nous a demandé de sanctionner ces actions. On voit souvent ces joueurs à 4 appuis là qui profitent du déblayage offensif pour ramasser le ballon quand ils sont élevés, quand ils sont relevés. Ça également, c'est sanctionnable, quoi. C'est pour ça qu'on demande aux joueurs d'aller tout de suite au ballon. Avec une action de bras pour sortir le ballon. Oui, il faut gratter. Exactement, il faut gratter. Ouais. Voilà. Vous voulez que je passe les 3 vidéos là qui ressortent un petit peu de l'analyse des questionnaires? Allez. Donc la première vidéo, donc c'est celle qui correspond au retour des entraîneurs sur un fort taux d'efficacité et qui leur paraît licite, donc pas dangereux. Alors. Ouais, ça justement, j'avais un débat avec Olivier quand on a vu ces clips.
Licite pour vous, c'est pas dangereux, c'est pas parce qu'on peut ne pas respecter la règle, c'est-à-dire être illicite, tout en étant pas dangereux. Olivier, ton micro. Il y a une précision, je pense que là-dessus, il y a vraiment une précision à faire sur la notion de dangereux et de licite, c'est-à-dire autorisé ou non par la règle. Et il faut bien qu'on prenne en compte les deux éléments et qu'on différencie bien les deux. Je pense que je suis d'accord avec Cyril là-dessus. Et peut-être que sur le questionnaire, c'est ce qu'il faut qu'on améliore. D'accord. Je lance la vidéo. Donc la prise, elle est ici. Hop, on le voit, il le retourne. Est-ce que vous voulez que je la repasse? Vous pouvez la commenter en même temps. Hein. Pour moi, elle est C'est ça que vous pouvez aller aussi lentement sur le terrain. C'est sûr que ça. Non, mais là, techniquement, c'est très bien fait et c'est dans le respect de la règle, donc il n'y a pas de. Le joueur, il intervient très vite, c'est souvent ce qui fait la différence. Donc ça, c'était la vidéo qui correspondait au caractère licite et à un maximum d'efficacité. Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc là, on est bien sur une prise de rollator bien effectuée, où on prend sous la ligne des épaules et on retourne le joueur pour libérer le ballon. D'accord. Là, Oui. Pardon, juste là, c'est vrai que faut regarder aussi le rapport de force. Donc là, le rapport de force, il était équilibré, voire même en faveur du coup de l'attaquant. Donc parce qu'il est lancé et du coup, il profite de sa lancée. Donc là, il faut aussi voir le rapport de force. Donc là, effectivement, le choix de la technique était juste par rapport à ce qu'il y avait en face et par rapport à ce qu'il était en mesure de faire. Donc, à l'analyse de la situation, ouais. C'est juste au départ. Donc là, je vais vous passer la deuxième séquence où 100% des entraîneurs ont noté le caractère illicite, donc dangereux de la vidéo, mais avec une certaine efficacité. Donc ça va venir sur un deuxième temps. Voilà, hop. Je vous la repasse. Vous pouvez la commenter en même temps. Hein. Là, on est même au-delà de la technique qu'on a vue sur la lutte. Hein. Là, c'est vraiment, comme disait Philippe, il a fait ce qu'il a fait le plus vite possible. Hein. Il avait ses bras autour du cou et il fallait vite qu'il se dégage. Sur le rapport de force, il perd puisque le contest est en place et il peut pas passer parce qu'il essaye de passer dessous mais il n'y arrive pas. Et la seule solution, c'est de prendre au coup. Mais là, c'est pénalisable. C'est dangereux et interdit. D'accord. Alors, je vais vous passer du coup la troisième vidéo qui correspond à 100% d'efficacité, mais qui a été quand même notée comme étant dangereuse, enfin illicite. Alors, ça va être une prise un peu différente. Ça va permettre de rebondir sur les différentes solutions pour déblayer. Hop. Là, on est sur un match international. Donc, on est sur celui-là. Voilà. Mais propre. Alors, effectivement, les entraîneurs ont vraiment noté que c'était efficace, mais qu'il y avait que c'était quand même illicite. Donc, c'est vrai que, alors, c'est assez partagé. Hein. Il y a 60% qui le considèrent comme illicite et 30% qui le considèrent comme licite. Moi, ce que je peux, alors l'analyse que j'en fais par rapport à licite et illicite, au niveau international, avec justement les rapports de force et les joueurs préparés
Je pense que dans le contexte d'un match de très haut niveau, je pense que sur un match de Fédéral 1, voire en dessous, l'arbitre là clairement, je pense qu'il sanctionnerait là. Là, ça a été rapide. En plus, on voit ça euh, vraiment à image par image pratiquement. Donc, il faut voir dans le contexte où ça va très très vite. Voilà. Je pense que il y a deux niveaux de lecture, un niveau de lecture au niveau et le niveau de lecture de fédéral. Donc après voilà, chacun prend à son niveau quoi. Alors, est-ce que là, on revient pas à la problématique qu'a décelé Philippe tout à l'heure, à savoir qu'en fonction de la position du gratteur, il est très difficile d'aller déblayer. Sur cette dernière vidéo, on voit le gratteur qui est très bas, qui est déjà les coudes sur le ballon, et donc avec quasiment aucune prise pour le déblayeur de le prendre par-dessous. Donc obligé d'arriver par-dessus, et avec cet effet de ressort où il tape dessus et le gratteur sort derrière. Philippe? Non, mais enfin, là, il n'a pas trop le choix, là, le déblayeur. Là. Il n'a pas trop le choix parce que toutes les prises sont bloquées. Et après, c'est le rapport de force avec sa puissance et son engagement qui le sort. Voilà. Et toute la problématique, elle va être là après. Est-ce que ça, c'est dangereux? Jusqu'à quel niveau? Après, en sachant qu'au niveau international, les joueurs sont prêts. Hein. Donc, il n'y a pas de risque. Mais est-ce que ça, c'est licite ou illicite ou dangereux, voire dangereux quoi, à certains niveaux? Cyril, qu'est-ce que tu en penses sur l'aspect de la C'est règle? ce que j'allais dire. Ouais. Je suis désolé, la connexion est très mauvaise, je vous entends très très mal là. Est-ce que toi, au niveau de la règle, qu'est-ce que tu en penses? Pardon? Au niveau de la règle, pour toi, sur cette situation, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle est sanctionnable ou est-ce que c'est bon? Pardon? Est-ce que pour toi, c'est sanctionnable ou pas cette attitude? Moi, je l'ai plus à l'écran, hein, Cyril. Cyril? J'entends la fin des phrases, je comprends pas, excusez-moi. Cyril, tu m'entends là ou pas? Il n'entend pas. Moi, je l'ai pas. J'ai plus son image. Bon, ben on va avancer. Si vous voulez, est-ce que vous voulez rebondir sur les différentes techniques de déblayage et essayer d'établir quelles vont être les meilleures attitudes pour déblayer? Ouais, ça peut être vraiment l'apport de cet échange sur qu'est-ce qui semble être le plus pertinent et le plus efficace aujourd'hui sur le nettoyage de ces situations. À la dernière Coupe du Monde, il y avait eu un apport vraiment des Sudaf qui était tout le temps sur l'idée de se coller sur le ballon et de se laisser emporter par l'adversaire pour gratter, pour ramener le ballon dans leur camp. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, on le voit presque plus parce que ça a été beaucoup sanctionné, notamment dans le championnat français. Donc, est-ce qu'on repère d'autres critères qui sont aujourd'hui un gage d'efficacité dans ce genre d'action? Alors, moi j'entraîne donc des Cramos hein, club de l'USB. Donc on travaille bien sûr depuis le début de saison, ça a été axé sur sur le contest, sur les rucks. Ce que j'ai tendance à dire, justement, je reprends l'image de la porte hein, avec la ligne des épaules qui est en linteau. Hein. Et donc c'est la hauteur, et je dis la porte est ouverte ou la porte est fermée. Et si la porte est ouverte, l'idée c'est vraiment de plonger dans cet intervalle. Donc ça veut dire effectivement un gros travail de proprioception, de gainage pour arriver très bas et de rentrer dans ces portes. Il faut vraiment qu'elle soit fermée pour pouvoir donc avoir d'analyser en fonction de la rapport de force. Soit effectivement je fais le rollgator, donc je l'attrape vraiment sous les aisselles et je tourne, ou alors je le ramène dans mon camp. Dans l'idée dans un rapport de force moins bon pour le déblayeur. Et du coup, l'idée de chercher peut-être une pénalité, sachant que le gratteur, c'est le risque de tomber dans son corps. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez. Si l'idée pour les jeunes d'avoir cette porte ouverte ou fermée, même si elle est à demi fermée, pour moi, il y a encore la place de passer de passer les bras ou de faire quelque chose quoi.
Passer les bras, ça va être, il va falloir avoir la bonne attitude du déblayeur. J'en reviens là-dessus, mais parce que ça va être très bas. Pour passer dessous, il va falloir qu'il soit sur 4 appuis. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, 4 appuis, c'est interdit. Que ce soit pour le contest ou pour le déblayeur. Donc, il y a toutes ces attitudes-là à bien travailler. Après, ouais. Après là j'ai en tête, par exemple, on appelle, enfin, je sais pas, un déblayage en I, d'accord? Donc celui qui a la balle, le possesseur de la balle, il percute et il libère en I, donc et, euh, et on voit souvent donc les soutiens venir prendre appui, pratiquement. Je pose mes mains sur le porteur de ballon pour continuer et passer, en fait, de frôler et de remonter sur le grappeur. Et même, j'ai l'impression que même si sur une position, je prends l'ouverture de la porte, hein, si elle est à moitié fermée, on a quand même, avec la vitesse et des attitudes basses, on voit quand même des déblayages efficaces, même si le gratteur il essaye avec effectivement un déblayage avec un porteur de ballon qui met la balle assez loin du contest. Et on a quand même malgré tout des attitudes intéressantes. Quand tu es libéré en I, oui, c'est intéressant parce que le ballon est éloigné, ça donne moins de chance au contest de récupérer le ballon. Donc, d'avoir un meilleur déblayage. Mais après, on sait très bien que sur le plaquage au ballon, le plaqueur va accompagner le joueur au sol, le porteur de ballon au sol, et les libérations sera retardées. C'est là où arrive toute cette problématique. Ouais. Est-ce qu'il vous semble pas que de plus en plus l'acte de nettoyage sur les rucks, c'est devenu un plaquage positif et que ce qu'on cherche vraiment à travailler, c'est plaquer ces joueurs qui sont sur ce ruck et après, est-ce qu'on est en mesure d'avoir cette liaison sur ces gars s'ils sont, comme dit Nico, si la porte elle est un petit peu ouverte, ou est-ce que c'est pas possible de plaquer le gars parce que il est déjà quasiment tellement bas sur le sol que ça revient à la faute ou comme quand un joueur est au sol, on n'a pas le droit de plonger dessus pour aller le chercher. Est-ce que vraiment l'action, c'est pas celle du plaquage, d'un plaquage positif sur le ruck? Ah si, tous les bléages doivent être dans la position d'un plaquage positif, d'avancer. Essayer d'enlever un appui, et surtout de pouvoir déséquilibrer les joueurs et de le ramener chez lui. Après, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Nous, on est encore à un niveau où on tend à changer un peu ça, mais on est encore à un niveau où on peut arracher le ballon d'un joueur qui percute. Alors qu'on s'aperçoit qu'à haut niveau, on a le rôle des soutiens du porteur, ils sont vraiment de venir plaquer, même celui d'intérieur, venir plutôt dans l'axe. Et on a vraiment des effets très forts sur les contests, quoi. Et alors que nous, à un niveau, donc je représente un peu le niveau fédéral, on a encore des situations où on travaille, je percute et le soutien intérieur vient arracher. Et ça, voilà. Donc tendre peut-être effectivement de dire, même à un niveau fédéral, est-ce que voilà, je suis soutien intérieur du porteur. Je demande au porteur responsable du ballon de venir très bas et le soutien intérieur venir au-dessus du porteur de ballon et l'extérieur de venir très fort sur le premier défenseur. Est-ce que je me suis bien exprimé? Ouais, mais là on est dans la situation, je pense que justement le rapport de force, il est très favorable à l'équipe qui est porteur de balle. Et là, il n'y a quasi pas d'intérêt à chercher à compter. Voilà, là le contest, il aura jamais la place, il va pas trouver la place pour y venir. Il me semble que on revient toujours à la même chose. Tout est dans l'analyse de l'action au départ et dans l'idée que s'il y a un soutien très proche, très fort avec de la vitesse du porteur, le contest, il vient même plus mettre les mains. Et à l'inverse, si le joueur s'est isolé et que le contest arrive très près, on a presque intérêt à ce qu'il sorte la balle parce que sinon on va prendre pénalité. Non? Est-ce qu'il ne vous semble pas que le jeu il est en train de beaucoup évoluer sur le jeu au sol, il est en train de beaucoup évoluer là-dessus? Il évolue là-dessus, mais c'est surtout, on voit beaucoup les soutiens au porteur du ballon, laisser le porteur du ballon travailler sur le duel, passage au sol, et ils interviennent après. Alors que si, dit Nicolas, il faut intervenir avant qu'il passe par le sol.
Donc il faut repartir sur ce qu'on faisait un petit peu à une certaine époque, le duel, le jeu debout, et à partir de là, on évite on évite pas mal ces actions-là, et le ballon il a plus de liberté que quand il passe au sol avec le contest. Ouais, sur l'attitude du porteur, sur le fait de ne pas aller vite au sol. Voilà. Ouais. Faire Déjà, c'est le premier travail et pour que derrière, ça s'enchaîne comme il faut. Tout à fait. Et il peut passer au sol, il peut libérer en étant debout, mais à condition que son soutien soit présent. Et la solution de facilité, je trouve, enfin pour moi, dans le rugby aujourd'hui, la solution de facilité, c'est qu'il y a un passage trop vite par le sol. Donc, les soutiens, dès qu'ils ont un peu de retard, ne peuvent pas intervenir et le contest se fait plus facilement. Ouais, Après, ce qui est compliqué dans le jeu debout, c'est justement les plaqueurs bloquent facilement en haut, quoi. Donc ce qu'on voit, c'est quand même les porteurs de balles, ils sont obligés d'être assez bas sur l'impact pour éviter d'être bloqués en haut et du coup de perdre la mêlée parce que du coup on peut perdre facilement le gars du ballon. Comme il y a plaquage haut, il y a la possibilité de passer debout. Et donc le soutien, s'ils arrivent à me pousser, même si ça passe par le sol, ils sont dans l'avancée, le ballon se libérera tout seul. Ouais. Moi, je trouve que la stat où il y a la stat du joueur bloqué qui donne mêlée à l'équipe adverse, on en voit très peu. Si on en voit un par match, on en voit pas mal en Coupe d'Europe, et notamment par les Zélandais qui maîtrisent bien la situation. Mais après, chez nous, on ne le voit pas, ça, très peu. Ouais, moi, je trouve aujourd'hui, ça, c'est pas un réel danger. Mais c'est plutôt voilà, tout ce travail sur l'attitude du porteur et sur la vitesse des soutiens qui arrivent derrière, où il ne faut pas qu'ils soient non plus collés parce que sinon ils n'ont pas de puissance. Mais il faut que vraiment, dès que le joueur, Nico, comme tu disais, commence à descendre au sol, il faut que là, le soutien, il agisse à ce moment-là. Et sur un niveau fédéral, est-ce que c'est de dire je suis soutien et avant on pouvait effectivement arracher la balle, là je sais que mon travail il va être directement centré sur le défenseur. Tu vois, de plaquer le défenseur. Voilà. Mais on a encore un autre niveau, on travaille, je viens arracher, donc je viens arracher le ballon, je suis soutien intérieur. Dans mon rôle, c'est d'arracher le ballon, quoi. Et est-ce que là, on devait dire non, on laisse le porteur de ballon responsable du ballon, et on a les soutiens qui sont là vraiment pour venir, voilà. Complètement, ouais. Et venir plaquer tout ce qui est autour pour empêcher le. Cyril, tu nous entends ou pas? Ouais, c'est bon, je suis revenu là, ça y est. Je me suis juste déplacé, ça va bien. Cyril, du coup, parce que tu n'as pas pu répondre tout à l'heure, sur la situation du match avec l'Écosse, sur le déblayage avec le joueur qui vient taper par-dessus, pour toi, c'est sanctionnable ou pas? Alors, c'est assez furtif à l'image. Il y a une prise du coup ou pas sur les images? Non, il y a vraiment le joueur qui vient. T'as le gratteur qui est vraiment couché sur le joueur et le déblayeur qui vient taper pour le relever après. D'accord. Alors, c'est pareil, tout ce qui est impact comme ça sans se lier, alors particulièrement sur la zone tête-cou, est sanctionnable, est pénalisable. Donc, si c'est effectivement l'action, je suis désolé, je l'ai pas vu, le joueur est exposé à une pénalité. J'ai entendu Philippe qui commentait, c'est vrai que c'est tellement rapide, c'est extrêmement furtif cette action, c'est difficile également de les sanctionner. Hein. C'est vrai. Très très rapide le déblayage sur cette action. L'engagement et la vitesse, c'est compliqué à arbitrer. Ouais. Mais en même temps, on comprend aussi que ces mouvements-là, notamment ces mouvements en roll-gator là que vous appelez, sont extrêmement difficiles à réaliser à pleine vitesse, quoi. Enfin, ça doit être compliqué à faire dans des conditions idéales, quoi. Le roll-gator, il va se faire plutôt sur du petit périmètre, du jeu autour des mêlées. Ça va se. Ouais. Quand ça va être difficile. Quand ça va très vite, il me semble que dans les cas vidéo, je ne sais pas si on va le voir, il y en a un qui est bien fait, sauf que le joueur, pour le faire, il rentre complètement par la fenêtre, donc là, ça devient compliqué. Ouais. Est-ce que là, les spécialistes, vous pouvez en 3-4 termes définir un bon déblayage sur rock, un bon plaquage sur rock, du coup, Olivier, comme tu appelles ça comme ça? La première chose, c'est vraiment l'analyse de la situation, c'est-à-dire sur le rapport de force, est-ce qu'il est possible ou pas d'intervenir sur le début. Moi, ça me semble la première chose à prendre en compte, parce que voilà, si c'est foutu au départ, il vaut 1000 fois mieux se réorganiser pour
remettre de la pression dans un deuxième temps et pas sur le premier. Et après, il y a vraiment cette notion de vitesse et de plaquage. Ça, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans du plaquage positif sur des zones très proches et je crois que c'est là où il y a le plus de danger d'accident et de blessures sur le rugby. Ça devient une zone qui est une zone de danger permanent liée à cette puissance et cet impact que les joueurs sont capables de mettre sur des joueurs qui ont un petit peu de retard. Alors, c'est sûr que sur les différentes analyses médicales qu'on peut avoir, là, on n'a pas les chiffres exacts, mais le siège de blessure n'est pas surmêlé, tout ça, c'est plus sur les phases de plaquage et les phases de ruck, qui sont les deux instants où on relève le plus de blessures, et notamment alors avec des torsions du genou et des membres supérieurs. Olivier, là, je voudrais rebondir parce que ça correspond aussi un peu à la dernière question qu'on avait mise sur le questionnaire sur la première étape, c'est-à-dire l'analyse de la situation, ou à savoir si on a intérêt à aller plaquer le ruck ou déblayer, ou plutôt à avoir un positionnement défensif très rapide. Donc là, je vais vous remettre la statistique. Alors, 2 secondes. Hop. Donc voilà. On voit que les entraîneurs sur une séquence où on demande une adaptation, en majorité, la plupart disent qu'il faut pas aller au ruck. Donc sur la question, il vaut mieux parfois abandonner le contest et se replacer rapidement en défense pour mettre une grosse pression sur la libération du ballon. 67% sont d'accord. Et dans le cas d'un contexte fort, j'essaye quand même de lutter au risque de faire une faute. 71% sont pas d'accord. Ça veut dire que la plupart des entraîneurs disent qu'à un moment, quand on est en position, quand le contexte est en position forte, il vaut mieux pas y aller. Qu'est-ce que vous en pensez de cette statistique? Ben, que plus le niveau il est élevé, plus les joueurs sont capables de mettre de la vitesse dans les zones, moins il faut perdre de joueurs dans les rucks. À chaque fois, il y a ce rapport de force permanent. Les joueurs que je consomme là, je les aurai pas pour défendre après si j'ai pas cette capacité si je me fais piquer le ballon et qu'il y a un turnover. Donc là, il y a vraiment un rapport, il me semble, qui se développe encore plus on va au haut niveau et qu'on devrait beaucoup voir sur la Coupe du Monde. Non, Philippe ou Nico? Après, tout dépend du contest. Si le contest, on voit de suite que le contest va récupérer le ballon, ou mieux pas y aller. Après, il faut que le contexte soit bien réalisé. Voilà. Mais c'est assez difficile parce que les soutiens sont tellement proches, ça va tellement vite, c'est compliqué. Une fois qu'on est lancé, puisque comme le rugby est assez programmé et stéréotypé pour certaines équipes, même s'il y a le contest, les joueurs, comme il était prévu d'aller là, ils y vont. Ils y vont. Et là, est-ce que l'entraîneur va lâcher un petit peu le cadre pour dire maintenant vous adaptez en fonction de ce qu'on voit. Ouais, surtout la notion de joueur isolé. Dès que le porteur est isolé aujourd'hui, ça va tellement vite. Il y a tellement dans chaque équipe un joueur qui est très bon sur cette dimension du contest que on sait qu'on est en grande difficulté. Après, donc ça serait une communication à mettre en place avec le porteur de ballon pour qu'il dise surtout que finalement la pénalité elle vient d'où? Elle vient pas forcément du gratteur, elle vient du porteur de ballon qui essaie de libère pas assez vite. Donc est-ce que ça serait je suis soutien voyant que je vais pas être en retard, est-ce que c'est une communication que je dois faire à mon porteur en disant lâche ou pour que je puisse le laisser en fait finalement laisser la possession de la balle et me replacer assez vite sur les zones où l'attaque va se faire. Donc il y a la communication, il y a aussi la peur. Je pense aussi les statistiques de pénalité. Quand on parle beaucoup de pénalité, je pense que voilà les joueurs vont aussi s'adapter à ça, à prendre de moins en moins de pénalité, ça coûte trop cher et du coup il va falloir qu'ils s'adaptent à ça. Et donc je pense effectivement qu'on va tendre vers laisser un peu tomber la culture française où on est on n'abandonne pas même si on prend une pénalité, on lutte
et se dire non, j'abandonne un peu ce sentiment-là. Et là, l'idée, c'est d'être performant. Je perds ce combat-là, mais je vais pas perdre sur le suivant en me replaçant assez vite. Donc, voilà. Pour moi, ça serait de trouver donc de mettre dans le panier, dans la panelle du joueur, la communication avec le porteur de ballon pour dire lâche, c'est mort, quoi. Et je me replace. Tu parles du contest. Oui, je parle du contest où je vais être le soutien en retard du porteur de ballon. Je vois que c'est le gratteur, il s'est vraiment couché. Donc du coup, j'annonce au porteur qui est par terre, qui a la main sur le ballon, qui retarde au maximum la libération. En gros, je lui dis c'est mort, laisse tomber, lâche le ballon, et je me replace, quoi. Ou voilà. Et donc, du coup, peut-être éviter une pénalité. Si l'arbitre entend une communication dans ce sens-là, peut-être qu'il va être donc, il va pas. Voilà, c'est ça. Après, dans le contexte, il faut voir, parce que comme je disais tout à l'heure, le rugby est assez programmé. En général, sur les 3-4 premiers temps, ça ne sert à rien d'aller contester. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller contester, puisque c'est tellement programmé que les soutiens sont présents, plus ou moins en retard, mais ils sont là. Par contre, à partir du 4-5e, il y a moins de soutien offensif. Parce qu'on est plutôt, il y a plus d'adaptation, c'est plus compliqué. Si ça devait partir dans un sens, ça part dans l'autre, donc il y a moins de soutien. Et là, peut-être le contest peut se réaliser. Ça aurait été intéressant d'avoir cette. Pardon. Ouais. Cyril, est-ce que toi, tu tiens compte de la communication des joueurs? Non, franchement, heureusement non, parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Ce qu'on va voir, c'est effectivement plutôt le rapport de force, quoi, la présence des soutiens. Si le soutien est trop tard, bon, là, ça va être facilement une pénalité pour le gratteur. Inversement, même si le soutien est un petit peu en retard, un soutien offensif, mais il est efficace et qui dégage un gratteur qui pourtant avait tiré un petit peu le ballon, c'est bon aussi, on doit laisser jouer. Voilà. Mais c'est plus une notion de rapport de force qu'on va prendre en compte plutôt que la communication, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps pour ça, quoi. Enfin, à mon avis, hein, et à mon niveau. D'accord. Après, ça nous faciliterait la tâche, hein, si effectivement le soutien offensif de temps en temps lâcher l'affaire, ce serait sympa. Ouais, mais ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire parce que là, il faut aller au combat, il faut aller chercher le ballon. Il y a toujours une possibilité de récupérer le ballon, quoi. Bien sûr. Ça aurait été intéressant une stat justement. Quand est-ce que le grattage est efficace? Enfin, à quel moment est-ce que c'est dans un premier temps de jeu, deuxième temps de jeu? Est-ce que ça aurait été pas mal, ouais, d'avoir cette statistique-là. Intéressant ça. Bah, on essaiera de la faire pour la prochaine fois. Elle va être peut-être un peu compliquée à trouver celle-là, mais pour une prochaine fois, on essaiera de la voir. Bon. Est-ce que vous voulez, Olivier, est-ce que tu veux conclure sur Ouais, moi je pense qu'on a fait le sujet-là? tour on a fait le tour de la question. Peut-être que chacun peut donner ce qui lui semble être l'élément essentiel pour arriver à sortir, à éviter un joueur adverse de contester notre porteur. Donc moi je commence comme ça sera le plus facile. Je reprendrai ce qu'a dit Philippe. Le plus important, il me semble aujourd'hui, c'est l'attitude du porteur. Si le porteur est capable de lutter, de rester debout et de faire un effort vraiment debout avant de passer au sol et de rechercher une libération en I, ça facilite quand même sacrément la tâche de ses partenaires, même si au départ ils ont un petit peu de retard. Voilà, j'ai fait le plus facile. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est le jeu debout, le gagner les duels, avancer, et ça permettra au soutien de pouvoir arriver, même s'il est en retard. On est trop dans le rugby moderne, trop à peine touché, passé par le sol. D'ailleurs, on le voit, la plupart des plaqueurs ne plaquent plus. Une fois qu'ils ont touché, le joueur va au sol, il prend la largeur, il n'y a plus de cette notion de combat. Au plus haut niveau, il n'y a plus cette notion-là, quoi. Et aujourd'hui, il faut reapprendre les joueurs à aller gagner le duel, à avancer, possibilité de libérer debout au sol ou avec les soutiens qui arrivent pour sécuriser la balle. Christophe, Nicolas? Christophe, il veut dire quelque chose? Non, Nicolas. Non, moi disons que vous avez parlé du porteur de ballon, moi je suis d'accord avec vous. J'aurais tendance aussi à impliquer fortement sur les soutiens.
D'être physiquement prêt pour être proche des soutiens, donc travailler physiquement l'endurance pour être collé au ballon, d'être le plus près possible. Et la deuxième, justement sur des niveaux inférieurs du haut niveau, c'est de dire attention, votre tâche a évolué, vous devez absolument agir le plus rapidement possible, non plus sur le porteur, mais sur les défenseurs directs. Voilà. Ce qui est réglé pour le haut niveau ne l'est pas forcément encore sur des niveaux moindres, et a fortiori des jeunes qui sont encore je vais peut-être arracher le ballon à mon copier, donc je reste haut, je reste structuré, alors même que le joueur passe au sol, et on a des joueurs qui sont trop hauts, qui viennent trop doucement, qui viennent ils n'ont pas encore cette notion. Mon rôle est vraiment fixé sur le défenseur. Plaqué. Alors effectivement, c'est un petit peu avant. Voilà, on est un petit peu dans une situation avant le grattage, mais c'est une prise de conscience de ce que doit être un soutien. Cyril, est-ce que toi tu... Le mot de la fin pour l'arbitre, on est bien quand même. Ah oui, sympa. Non, d'une manière générale, c'est vrai, j'aime bien la notion de jeu debout, quoi, pour le porteur du ballon, quoi, qui fasse l'effort de rester debout, au moins pour permettre à ses soutiens offensifs de le soutenir assez rapidement, quoi. Et comme on dit au gratteur de n'aller gratter que quand il est quasiment sûr de récupérer la balle, ben, j'aime bien l'idée du soutien offensif d'intervenir que quand il est sûr de pouvoir enlever le gratteur, quoi. Donc ça faciliterait effectivement la continuité du jeu, dans le cas de turnover ou non. Voilà ce que je pense. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc là, ce contenu va servir aussi à développer d'autres choses derrière. Il va être retravaillé pour avoir un vrai montage avec les vidéos qui vont pas saccader tout ça. On va remercier quand même Christophe Battier qui nous a aiguillé sur toute la mise en place de cette conférence. Toutes les vidéos seront mises à disposition, bien sûr, sur la plateforme Spirale de Lyon 1, accessible à tous. Et on va mettre en place un autre sujet qui va tourner autour de la mêlée. Donc, il faut encore qu'on voit exactement lequel, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas Cyril qui va dire le contraire. Donc on avait deux pistes, soit la liaison du pilier droit, soit le rôle des deuxièmes lignes avec les nouveaux commandements, parce qu'on parle souvent des premières lignes, mais rarement des deuxièmes lignes. Donc c'est des sujets qui ont été proposés par Nicolas, et on va les travailler, je pense, avec quelqu'un comme Serge Layer. Donc je pense qu'on aura encore besoin d'un arbitre, Cyril, pour travailler là-dessus. Ouais, la mêlée, c'est pas mon fort. Et donc je tiens à tous vous remercier pour cette première, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.